On ne va pas se mentir, spécial résultat du caucus de l'Iowa aux États-Unis. On prend le temps ce soir avec nos invités de parler de cette première consultation, début des primaires républicaines et démocrates, avec, comme souvent, après le caucus de l'Iowa, des surprises. Le haut score de Bernie Sanders, autoproclamé socialiste dans un pays où ce qualificatif fait figure d'insulte. La deuxième place de Donald Trump côté républicain, marquée à la culotte par Marco Rubio. On en parle ce soir avec Soufiane Al-Sabag. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de politique intérieure américaine et auteur notamment du livre La nouvelle droite américaine aux éditions Démopolis. Démopolis, merci. Hélène Vassilina. Bonsoir. Experte de la politique américaine, membre du Conseil des experts. Alors, vous êtes républicaine, mais vous ne représentez pas les républicains ce soir. D'ailleurs, Hélène Kuntz, bonsoir, experte financière, membre des démocrates Broad. Oui. Vous ne représentez pas les démocrates ce soir, mais vous êtes démocrate, vous avez soutenu la campagne d'Obama. Donc on va dire, comme sur Twitter, que vos déclarations ce soir n'engagent que vous. Exact. Mais elles sont quand même éclairées et argumentées. Anne Désine, bonsoir, professeure d'études américaines à l'Université Paris X de Nanterre, et vous êtes l'auteur du livre La Cour suprême des États-Unis aux éditions Dalloz. Je vais m'y plonger pour mieux comprendre le fonctionnement donc, de ces primaires et avec la perspective de l'élection présidentielle en novembre. Alors, ce petit État, l'Iowa, est-il représentatif de ce qui se passe dans le reste du pays? Non, à en croire nos confrères du Monde, qui estiment qu'avec 3 millions d'habitants, une population blanche à 99%, essentiellement employée dans le secteur primaire, l'Iowa n'est pas l'Amérique. Et pourtant, eh bien, c'est là que Barack Obama, contre toute attente, avait percé en 2008. C'est là que Bernie Sanders perçait hier soir. On a un peu l'impression, je vais peut-être commencer avec vous, Hélène Vassilina, et puis quand on voit le résultat des Républicains, Ted Cruz en tête, Donald Trump en deuxième position à 4 points derrière Ted Cruz, et surtout talonné à moins d'1 point par Marco Rubio, on a un peu l'impression que les électeurs de l'Iowa prennent un malin plaisir à déjouer les pronostics. Alors justement, Iowa, comme vous l'avez bien dit, Audrey, ce n'est pas typique de l'Amérique dans son ensemble. Comme vous l'avez bien dit, c'est 90% blanc, c'est des fermiers. C'est principalement des hommes qui votent. Et donc, si vous voyez qui a gagné, Ted Cruz, c'était le choix logique, très conservateur. Dans son speech d'acceptation, elle a dit merci à Dieu, que Dieu bénisse voilà, cette vote. Et vous remarquerez aussi, Audrey, qu'en 1996, c'était Bob Dole qui a gagné. Donc ceux qui gagnent à Iowa ne gagnent pas forcément la présidence. En 2000, c'était Al Gore, George Bush. Oui, là, on a un gagnant. 2004, John Kerry, qui est maintenant secrétaire d'État. 2008, comme vous l'avez bien dit, Obama et Huckabee, qui n'a jamais été plus loin que cela. Et exactement, 2012, Rick Santorum, qui est le plus conservateur. Même pas 2% dans le... Exactement, voilà. Donc, vous voyez, l'Iowa n'est pas vraiment la recette magique, mais bon, c'est un départ du débat, n'est-ce pas, présidentiel. C'est un État intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup d'évangéliques. Oui, et quand on voit cette proportion des évangéliques, 60%, on comprend le score. Parce que Trump faisait des scores considérables, mais on savait depuis le début que les sondages faisaient état de beaucoup de gens qui n'avaient jamais été dans un bureau de vote, qui n'avaient jamais participé au caucus. Donc on savait déjà qu'il y aurait une déperdition entre ce que disaient les sondages et ceux qui se déplaceraient. Avec le fait qu'en plus il a séché le dernier débat et que le jour du scrutin, il est allé parler dans le New Hampshire, au lieu de rassembler ses troupes en leur disant « venez voter », c'était presque certain que Trump ne serait pas premier. Ce qui est intéressant, c'est que si Cruz, qui lui fait appel aux évangéliques, n'avait pas été très très bien placé, il a fait les 99 comtés. Mais lui, il était en place, c'est lui qui avait la plus belle organisation sur le terrain. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était pas tellement les chiffres, mais les changements par rapport aux attentes. Et donc, Trump a baissé, c'était un peu attendu. Cruz, il a fait ce qu'il fallait parce que sinon, il était cuit pour la suite, parce qu'il ne va pas être très très bon dans le New Hampshire et la Caroline du Sud, ça dépend un peu de son score maintenant. Donc, et alors, Rubio, ses chances, tout le monde le disait, s'il fait mieux que prévu, ça va le catapulter.
Et c'est ce qui se passe. Donc maintenant, on parle beaucoup de Marco Rubio, le sauveur du Parti républicain. On va en parler de Marco Rubio. Je vais vous donner la parole, mais je voudrais justement qu'on écoute Ted Cruz lors de son discours hier, une fois qu'il a eu les résultats. Ted Cruz qui s'en est pris, comme Bernie Sanders d'ailleurs, quasiment avec les mêmes mots. C'est ce que nous faisait remarquer Laurent Saïm dans 2 tweets hier, aux médias, à Washington, la clique de l'establishment de Washington, et au lobby. Et puis, il conclut ce que n'a pas fait Bernie Sanders par une prière. Écoutez-le. Que Dieu bénisse le grand État de l'Iowa. Il n'y a aucune force à Washington qui peut s'élever contre le peuple américain, qui peut s'élever contre les racines, qui peut s'élever contre notre unité. Nous allons faire ça ensemble, dans un mouvement populaire. Et je vous le dis ce soir, l'Iowa a été clair avec l'Amérique et le monde. L'aube approche. L'aube approche. Merci et que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de lyrisme aussi dans la bouche de Marco Rubio, qui veut réinventer une nouvelle société, une nouvelle Amérique. Hélène Kuntz, avant qu'on parle de ce qui s'est passé côté démocrate, votre lecture du résultat côté républicain? Alors, il est tout à fait caricatural, ce monsieur. J'ai du mal à ne pas sourire un petit peu. Quand on parle de grand État d'Iowa venant du Texas, je me demande si c'est pas un peu ironique. Ironique, il y a peut-être un peu d'ironie. Oui, je pense qu'il n'a peut-être pas vu. Il est face plus sérieusement un obstacle de taille, c'est qu'on attend ce monsieur Cruz parce que le Parti démocrate va le tacler juste avec un procès pour dire que sa candidature n'est pas du tout valable. Parce qu'il est né au Canada? Ben oui, il n'a pas la nationalité en bonne et due forme. Il est allé le plus loin possible pour quelqu'un qui est né hors du sol, c'est-à-dire sénateur de son État, où il aurait pu être gouverneur également. Mais ça reste au niveau étatique et non pas au niveau fédéral. Il tente de se comparer à John McCain, qui est également né hors du sol, mais c'était tout de même une base militaire, étant fils des militaires. Donc c'est tout à fait comme s'il était né sur le sol américain. C'est le procès qui était fait à Barack Obama aussi, même s'il était né sur le territoire américain, mais pas sur le continent. Oui, mais l'État de Hawaï a été tout à fait parmi les 50 États. Vous avez raison, ça aurait pu être en difficulté si Hawaï n'était pas dans les 50 États. Mais son acte de naissance est tout à fait conforme. Là, l'acte de naissance de M. Cruz est conforme. On ne dispute pas la conformité de son acte de naissance. On dispute la possibilité de prétendre à ce poste de président. Donc, je pense que ça va réellement mettre le Parti républicain en difficulté s'ils sont face à un challenge sur le plan purement juridique. Mais s'il remporte vraiment beaucoup de voix, est-ce que cette question juridique peut l'empêcher de poursuivre son chemin? Très sérieusement, et je pense que ça sera un précédent historique. Parce que tous les faits sont là, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la Constitution pour arranger la candidature de ce monsieur. Effectivement, ça serait une très belle opportunité pour voir Marco Rubio passer devant. Alors sur le fond, Soufiane Al-Sabah, qui est-il ce Ted Cruz? Ted Cruz, c'est un ultra-conservateur. Je pense que c'est vraiment la façon dont on peut le caractériser. Sa carrière politique est née véritablement en 2012 lorsque, au cours d'une primaire, à l'été 2012, il a battu la candidate à la primaire du Sénat républicain pour l'État du Texas et il a explosé sur la scène nationale. Donc ça, c'était l'été. En novembre, il a été élu sénateur du Texas grâce à la plateforme du Tea Party. Voilà, c'est un Tea Party. Absolument. Alors que Rubio est plus pragmatique. Plus républicain. Et encore, et c'est vrai que ça, on pourra en reparler, mais c'est encore très très disputable. Et depuis 2012, Ted Cruz a tout simplement le voting record, donc comment on pourrait traduire ça, ses votes au Sénat sont les plus conservateurs de tous les sénateurs républicains. Donc ça veut dire quelque chose sur ses idées. Il n'est pas très aimé au Sénat et il est même détesté par beaucoup de républicains. Détesté. Racontez-nous pourquoi. À tel point que si on imagine un match Trump contre Cruz, on peut se demander vers qui l'establishment républicain va se tourner. Et la réponse est sans doute Trump. Aussi étonnant que Mais d'où vient cette détestation? C'est une détestation parce qu'il s'est toujours battu contre l'appareil, l'establishment politique. Ça vient d'une vieille histoire au début des années 2000 où George W. Bush l'a refusé pour entrer dans son administration. Et là, c'est vraiment le début de la légende Cruz qui se bâtit comme une icône anti-système, ultra-conservatrice. Mais aussi parce que dans tous ces votes,
il a fait en sorte de refuser tout compromis bipartisan, et c'est lui qui est responsable de la fermeture. Oui. C'est lui qui a refusé le vote du budget, c'est lui qui a refusé, et donc qui a amené le blocage encore plus grand de l'administration et de la politique américaine. Voilà, il est considéré comme responsable du blocage d'une partie du système démocratique américain. Et sur le plan personnel, quand on interroge les gens, c'est un sale type. Trump, il dit il faut... C'est un sale type, c'est-à-dire... Excusez-moi, c'est un sale type, c'est-à-dire... Sur le plan personnel, c'est quelqu'un d'extrêmement désagréable, qui cache ce que dit Trump, mais qui est largement aussi sexiste, machiste, etc. Je voulais juste dire que Trump, elle a dit oui, de temps en temps, il faut make a deal. Il faut avoir du compromis, il faut être consensuel. Et donc le candidat, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il ne va pas savoir faire le compromis. Il est trop rigide. Tea Party, c'est vraiment quelque chose de sur les bords très à droite. Donc, c'est pas la candidature le plus consensuelle pour le parti, même pour l'establishment. Il est contre l'establishment. Il veut fermer, je sais pas combien de ministères, 3 ministères, me semble-t-il. Enfin, c'est pas quelqu'un qui vraiment va être réaliste ou une idée réaliste pour gouverner à Washington. Mais est-ce qu'il est très différent, ce Ted Cruz, de Donald Trump? Vous disiez à l'instant, ils ont un peu les mêmes idées, ils ont le même fonds de commerce, anti-islam, anti-immigration, anti-avortement. Alors, Trump, c'est pas un homme politique, d'abord. Donc, c'est l'outsider. Et toute cette course-là, cette année, c'est vraiment les outsiders. Regardez Bernie Sanders. Ils viennent d'où, ce Bernie Sanders? À 74 ans, c'est ça? Le plus vieux candidat qui se présente à la présidence. Oui, mais c'est le grand-père de tous, c'est pour ça. Voilà, mais c'est le grand-père rêvé. Si vous regardez tous les âges et toutes les personnes qui se sont présentées à la présidence, c'est le plus âgé. Oui, mais c'est celui qui attire les jeunes. Non, mais c'est étonnant. Oui, mais vous savez qu'on peut être âgé et avoir encore toutes ses capacités. J'ai juste fait le tableau avec John Kennedy le plus jeune et Bernie Sanders le plus âgé. Mais c'est-à-dire que Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un homme de réussite. Bon, c'est vrai, il a son franc-parler, mais c'est quelqu'un, au moins, comme il a dit, il faut savoir make a deal. C'est pas un conservateur, Trump. Non, pas du tout. Alors, le nombre de fois qu'il a dit qu'il apprécie Hillary Clinton vraiment à titre personnel. Il était démocrate dans les années 80. Mais il dit c'est pas le fait d'être conservateur qui compte. Et il ne veut pas nécessairement torpiller l'Obamacare. Alors, il y a des tas de choses qui peuvent se retourner contre lui parce qu'il n'a pas du tout le parcours d'un conservateur. Ni d'un politique, d'ailleurs. Oui. Il n'est pas... Question... On va en reparler de Donald Trump. Il aura son petit quart d'heure, vous inquiétez pas. Question donc à Hélène Vassilina. Si vous deviez, encore une fois, vous exprimer à titre personnel, choisir entre Trump et Cruz, quel serait votre choix? Ah, mais j'ai choisi Trump, bien sûr. Mais si j'avais un autre choix, je choisirais Rubio. Je crois que c'est l'avenir du parti, jeune, dynamique. Bon, qu'il n'y a pas tous les faveurs non plus il s'absente beaucoup pour faire sa campagne. Il y avait, je ne sais pas qui lui fait The Moral. Oui, Marco. Non, c'était Bush. Il dit, Marco, tu n'étais pas au Sénat, tu n'as pas voté. C'est Jeb Bush qui lui dit ça. Oui, en plus, c'était son jeune protégé, voilà. Donc... Alors sur Rubio, justement, on va l'écouter, Marco Rubio, qui est depuis hier présenté comme le meilleur d'entre eux, pour reprendre une formule de la politique française, de Jacques Chirac. Marco Rubio, hier, à l'issue du scrutin, se félicitant évidemment du résultat. Écoutez. Ce soir dans l'Iowa, le peuple de ce grand État a envoyé un message très clair. Après 7 ans avec Barack Obama, nous n'attendrons plus longtemps pour reprendre notre pays. Il ne faut plus attendre. Nous allons faire grandir le mouvement conservateur. Alors, ce Marco Rubio, qui, quand il a annoncé sa candidature, a démarré plutôt bien dans les sondages, puis a été un peu éclipsé. Et là, c'est le retour en grâce, c'est l'homme providentiel du Parti républicain. Mais en fait, on pensait que Jeb, il aurait mieux fait, n'est-ce pas? Jeb Bush, c'était à peine 3% des voix. Oui, voilà. Mais il a dépensé 80 millions de dollars. Il bénéficie quand même d'une reconnaissance du nom. Oui, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours ce rejet, peut-être aussi du Bush et l'héritage Bush. Il est tellement mauvais. Il n'a pas les dons d'orateur comme à son père ni à son frère. Il n'a aucun charisme, le pauvre. Et il est un peu mou, il a du mal à s'exprimer. Une stat intéressante, c'est que Jeb Bush a dépensé $3 000 pour chacun de ses votes en Iowa. C'est complètement incroyable. Et 40 millions de dollars pour torpiller Rubio. Parce qu'il ne pouvait pas supporter que Rubio se présente cette année alors qu'il considérait que c'était... Mais bon, il y a le New Hampshire dans une semaine et on va peut-être... Alors Bush, je pense que c'est trop tard, mais il y a quelqu'un dont j'aimerais bien qu'on parle qui est John Kasich. John Kasich, il aura peut-être 10-12%. Il a obtenu le... Je ne sais pas comment on dit en français,
Du New York Times. Oui, c'est ça, merci. Ah oui, voilà, en français, le soutien. Le soutien du New York Times. C'est vrai. Et tous les milieux d'affaires, depuis 3-4 mois, attendent qu'il fasse surface, parce que c'est quelqu'un qui est quand même un peu normal, un peu conservateur, mais pas trop, qui a un bon bilan en tant que gouverneur, d'un État pivot de surcroît. N'est-ce pas? Et donc, il y a lui. Or, il est complètement, pour le moment, il est non existant. Eh bien, on va en parler après la pub avec Laurence Haïm en direct des moines dans l'Iowa. Elle nous dira si elle partage votre avis sur la prochaine consultation. On se retrouve dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Deuxième partie, on ne va pas se mentir. Nos invités ont continué le débat pendant la pub et ils parlent tous en même temps. Je sais pas, c'est une habitude américaine ou parce que là on est passionnés. Et Laurence Haïm en plus va rentrer aussi dans le débat. Elle nous attend, on va la rejoindre dans quelques secondes en direct de l'Iowa. On parlait avant de s'interrompre de Rubio, Marco Rubio, présenté, je le disais avec un petit peu d'ironie comme le meilleur d'entre eux. Vous nous faisiez remarquer pendant la pub, Soufiane Al-Sabag, que il devient le candidat du centre, le candidat fréquentable du Parti républicain, alors qu'au fond, il est plus à droite qu'on ne l'imagine. Complètement. Si on observe la trajectoire des candidats dits modérés dans les primaires républicaines depuis les années 2000, on s'aperçoit que le modéré du camp républicain est toujours plus à droite. Par exemple, le John McCain de 2000 n'a rien à voir avec le John McCain de 2008, lorsqu'il était le champion de l'aile modérée. John McCain 2008 par rapport à Romney 2012, c'est encore un virage à droite. Et Romney 2012 est carrément un gauchiste par rapport à Rubio 2016, qui est conservateur sur un bon nombre d'issues. On caractérise comme modéré, mais je parlais du track record de Cruz au Sénat. Sachez que Rubio a voté plus conservateur que 77% des sénateurs républicains. En fait, c'est un républicain bon teint. C'est un républicain qui aujourd'hui est au centre de ce parti, qui s'est droitisé. Et donc ça, c'est important de le noter, parce que pour l'élection générale, ça a une importance phénoménale. Depuis 1988, il faut le rappeler, jamais un candidat républicain n'a dépassé les 50% des voix. Et ça veut dire quelque chose. Contre Bernie Sanders, Marco Rubio perdrait. Contre Hillary Clinton, Marco Rubio perdrait. Ça veut dire quelque chose. Et je pense que Marco Rubio, même s'il peut être le champion de son parti, il ne sera sans doute pas élu à la présidence si jamais il n'opère pas des changements significatifs dans ses positions, notamment sur le plan social, sur le plan de l'environnement, donc, sur le plan de l'éducation. Revenir un peu au centre ? Si c'est possible, mais pour l'instant, dans le cadre de la primaire, c'est strictement impossible. Mais il sera dans la même contradiction que John McCain, auquel on conseillait effectivement de revenir au centre, mais qui, dès qu'il faisait un pas vers le centre, se faisait absolument. Et Romney a eu exactement le même même problème en 2012. On lui a dit tu es une girouette, tu n'arrêtes pas de changer d'avis. Le vrai problème, c'est que la primaire aujourd'hui, elle se joue à droite, et l'élection générale, elle se joue au centre. Et les Républicains ont un gap trop important à combler entre les deux séquences de l'élection. Bon, Hélène Kuntz, c'est pas la peine qu'on fasse élection, on n'a qu'à tout de suite considérer que ce sont les démocrates qui ont gagné. Mais vous savez, on peut aussi imaginer un sursaut du Parti républicain, parce que c'est tout à fait étonnant. Vous savez, c'est ce même Parti républicain qui a aboli l'esclavage. Oui. Le Parti républicain d'hier, c'est un peu le Parti progressiste démocrate d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que GOP, Grand Old Party, Grand Opportunity Party, Get up and push party. Oui. Donc vous croyez, vous, que le Parti républicain peut se réformer? Anne Desine. Oui, mais la démographie est quand même pour le Parti démocrate. Et c'est pour cela que la candidature de Rubio est intéressante, car les républicains sont très très mal placés pour obtenir les votes des femmes, pour obtenir les votes des minorités, donc les Noirs, les Africains-Américains, les Hispaniques. L'avantage pour eux, si c'est Rubio, c'est que déjà, ils réduisent leur décalage en matière de minorité. Voilà, de minorité. Mais au-delà du vote particulièrement convoité des Hispaniques, des Hispaniques d'origine que pourrait rassembler en partie Rubio. Rubio lui-même dit il nous faut nous adresser beaucoup plus aux minorités et beaucoup plus à des populations qui se retrouvent dans les questions liées à l'environnement, liées à l'égalité, liées aux migrations sociales. Oui. Et à l'immigration. Or, c'est impossible. Quand on se rappelle les statistiques d'Obama, Obama a obtenu 95% du vote africain-américain, 70% du vote hispanique, les femmes, la même chose. Donc il faudrait un renversement terrible. Mais quand on regarde, parce qu'il faut se rappeler que l'élection présidentielle, c'est par État. Quand on fait le calcul aujourd'hui, on en parlait un petit peu pendant la pause, on sait d'ores et déjà que les démocrates sont assurés d'avoir pratiquement le nombre de grands électeurs nécessaires.
et qu'ils ont plusieurs configurations pour arriver au résultat. Alors que dans le cas des Républicains, ils n'ont en fait qu'un cas de figure, et ce cas de figure implique que l'Ohio vote républicain. Or, l'Ohio, toujours le même, c'est un État pivot. C'est quand même moins bien parti pour les Républicains. Par contre, pour parler de la façon dont l'opinion publique évolue, ça se passe aussi au Sénat et à la Chambre. Et cela veut dire que, compte tenu du fait que l'élection se joue au niveau des primaires, les démocrates ont tendance à élire des élus de plus en plus à gauche. Les Républicains, il y a eu le Tea Party a perdu sa faveur, mais c'est quand même très à droite. Et donc, le président qui sera élu aura beaucoup de mal à travailler en bipartisan. Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette émission, c'est Donald Trump. 7 mois d'une campagne retentissante et dispendieuse au cours de laquelle il a multiplié des déclarations provocantes et outrancières, donné hyper favori par les sondages. Donald Trump masquait mal sa déception hier soir. C'était la première fois qu'il affrontait réellement le suffrage des électeurs. Non seulement il termine 4 bons points derrière Ted Cruz, mais surtout il est effectivement mordu au mollet par Marco Rubio. Un extrait de son discours. Finissons deuxième et je veux vous dire quelque chose. Je suis honoré. Je suis vraiment honoré. L'Iowa, nous vous aimons. Vous êtes spéciaux. Nous serons de retour bientôt et pour de très nombreuses fois. Et je crois même que je vais acheter une ferme ici. J'aime beaucoup cet endroit. Il va acheter une ferme. Oui, voilà. They all want to buy a farm. Laurence Haïm est avec nous en direct de l'Iowa. Mais avant de vous faire intervenir, Laurence, on va faire un petit tour de table avec nos invités sur Trump, puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Hélène Kuntz, Donald Trump qui se présente comme celui qui gagne, celui qui va faire gagner l'Amérique. Est-ce qu'avec le résultat d'hier, il met un genou en terre ou on aurait tort de le considérer comme affaibli? Je pense qu'il peut tout de même s'imposer pour un poste au gouvernement, même s'il n'est pas même s'il n'est pas le candidat ou un colistier. Donc, on sera obligé de faire à lui. Je trouve que, malgré énormément de discours que je peux avoir avec lui, tout de même, il incarne une certaine réussite à l'américaine. Il est né millionnaire, il finit milliardaire. Enfin, je veux dire, il a quand même réussi pas mal sa vie. On va reprendre cette phrase. Il est né millionnaire, il finit milliardaire. C'est pas mal. Ça incarne une forme de réussite. Voilà, oui, c'est très difficile de ne pas dire. Et si, pour le coup, ça libère la parole, vous savez, vous dites que ces paroles, c'est outrancier. Peut-être ici, mais là-bas, ça passe. Hein. Enfin, je pense que c'est aussi outrancier que ça. Non, mais on accepte. Mais ça m'a fait sursauter. Soufiane Al-Sabag sur Donald Trump. Je pense qu'il paye son manque d'organisation sur l'État de l'Iowa, parce qu'on sait que l'État de l'Iowa, ça se joue sur le terrain, il faut aller porter des bébés, il faut aller manger du bacon, il faut se rendre plus près des électeurs, et ça marche. On l'a vu en 2012 avec Santorum, on l'a vu en 2008 avec Kabi, on le voit en 2007 avec Cruz, et finalement Donald Trump, il a fait campagne sur Twitter, il a quasiment pas dépensé d'argent dans les pubs qui sont diffusés dans l'État de l'Iowa, et je pense que ça lui a coûté très cher hier. Alors, Laurence Haïm est avec nous. Bonsoir, Laurence. Laurence intervient avec nous ou pas? Voilà, on l'a. Laurence, vous êtes avec nous. Avant qu'on parle du camp démocrate, on fait un petit point sur le camp républicain. On parlait à l'instant, vous l'avez peut-être entendu, de Donald Trump. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le milliardaire, le trublion de cette campagne? Non, c'est intéressant ce que disaient vos invités, notamment il est millionnaire, il est devenu milliardaire. Il a surtout fait faillite, Donald Trump. Il a fait faillite 4 fois. Et à chaque fois qu'on va dans ces meetings, eh bien, on entend Donald Trump parler de comment il s'est sorti de la faillite, comment il sait faire des deals, comment il va réussir en tant qu'homme d'affaires à diriger autrement l'Amérique. Et ça, c'est un thème qui marche très fortement ici, notamment en Iowa et notamment dans les petites villes qui souffrent beaucoup économiquement. Il y a quelque chose par rapport à l'argent et par rapport à la réussite que Donald Trump incarne, mais pas simplement par le fait qu'il soit milliardaire, mais par le fait qu'il sait à chaque fois s'en sortir. Ça, dans l'Amérique profonde, ça marche. Et puis par rapport à ce que disait un autre de vos invités sur il n'y a pas suffisamment été, alors là, pardonnez-moi, moi je ne suis pas d'accord parce que je l'ai vu ici en meeting Donald Trump et je peux vous dire qu'il a fait le show. Il a à chaque fois fait
des meetings, il a porté des bébés. L'autre jour, j'étais à côté de lui, il y a quelqu'un qui a sorti un billet de $100. Il a commencé à faire une blague en se tournant vers sa femme, ancienne mannequin, en disant « Hé darling, regarde comment on signe un billet de $100. » Mais c'est beaucoup d'argent pour vous. Il a à chaque fois fait le show. Et c'est ça qui est incroyable ici, c'est que finalement le show, dans les urnes, ça n'a pas marché. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si dans le New Hampshire, qui est un État beaucoup plus intellectuel que l'Iowa, ça va marcher d'après tous les sondages. Il est quand même en tête dans le New Hampshire très fortement. Il est aussi en tête après en Caroline du Sud, qui va être très très importante comme primaire dans cette élection républicaine, encore une fois, des primaires républicaines. Et donc pour le moment, ça n'a pas marché en Iowa parce qu'il y a beaucoup, à mon sens, d'évangélistes et qu'il y a Ted Cruz qui a affirmé dans tous ses meetings que Dieu l'avait mis sur terre pour être président des États-Unis. Exactement. Oui, mais il y a aussi il y a le résultat de Ted Cruz, Laurence, mais il y a aussi celui de Marco Rubio qui lui mord les mollets à Donald Trump. Alors, alors ça c'est passionnant parce que là on est vraiment dans House of Cards, la série diffusée par Canal+, et je vais vous expliquer pourquoi. Marco Rubio, c'est un sénateur de Floride qui a tous les liens politiques avec le monde de Floride, avec le monde de Washington, qui fait du lobbying, qui se revendique comme hispanique parce que son père était cubain, qui joue donc sur la majorité, enfin pas la majorité, mais la communauté hispanique qui se trouve ici. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que Marco Rubio talonne Donald Trump ici dans l'Iowa. Donc il y a une partie de l'Amérique, la classe moyenne, qui refuse le discours populiste de Donald Trump, qui refuse le côté évangéliste et religieux de Ted Cruz et qui se reconnaît dans une nouvelle génération de l'establishment Marco Rubio. Et pourquoi c'est House of Cards? Parce que normalement l'establishment c'était Jeb Bush, l'ancien gouverneur de Floride, qui là, malgré 100 millions de dollars dépensés ou investis dans l'Iowa, est parvenu avec 3%, donc c'est un score minable. Mais Marco Rubio avait été amené à la politique par Jeb Bush. Et d'une certaine manière, en ce moment, il va y avoir un combat. Est-ce que le fils va tuer le père? C'est très, vraiment, encore une fois, House of Cards, c'est la politique. Et dans les élections qui vont se passer dans le New Hampshire et dans la Caroline du Sud, on va justement voir si Rubio, nouvelle génération, parvient à supplanter au nom de l'establishment républicain Jeb Bush. Alors Laurence, d'un mot encore sur les Républicains, parce que je voudrais qu'on parle des démocrates. On n'en a pas encore du tout parlé là depuis le début de l'émission. L'une de nos invités, vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, disait mais le ticket républicain, ce sera peut-être Rubio-Kasich, en parlant de John Kasich qui est passé assez inaperçu dans l'Iowa, mais qui pourrait faire son trou dans les prochaines consultations. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, j'ai parlé au directeur de campagne de Kasich. Alors Kasich, c'est intéressant parce que c'est un ancien gouverneur de l'Ohio. L'Ohio, c'est un État extrêmement important comme la Floride dans les élections présidentielles américaines. Donc Kasich va avoir un poids extrêmement important. C'est quelqu'un de bien, mais malheureusement pour le moment, ça décolle pas. Dans le New Hampshire, Kasich espère qu'il va décoller, mais son directeur de campagne, lorsque j'ai vu et que je lui ai dit alors, vous êtes peut-être la carte contre Bush, contre Rubio, m'a regardé en me disant... Écoutez, franchement, Laurence, il n'y a que vous qui y croyez. Alors donc, si le directeur de campagne Kasich dit déjà ça, on n'a pas beaucoup d'espoir. Par contre, il a un poids important par rapport à ce qu'il représente dans l'Ohio. Et si on est en novembre prochain dans un duel extrêmement serré, eh bien, avoir Kasich à ses côtés, ce sera comme ce que Trump a fait avec Sarah Palin, avoir quand même un argument de plus pour ce parti républicain extrêmement divisé. C'est à surveiller, mais je ne pense pas qu'il va, pour le moment, y parvenir, à moins d'une surprise. Et il y a tellement de surprises en ce moment dans cette élection qu'il ne faut rien exclure. Merci Laurence, vous restez avec nous évidemment pour qu'on parle du côté démocrate, et Anne Désine nous dit mais oui voilà, c'est pour ça que je parlais de ticket Rubio-Kasich, donc pour prononcer correctement le nom de ce gouverneur de l'Ohio. Alors chez les démocrates, la surprise hier, c'était le score de Bernie Sanders, surprise ou pas d'ailleurs, parce que pour ceux qui suivent la campagne de Bernie Sanders, on pouvait s'attendre, Hélène Kuntz, à un gros score de ce candidat qui s'autoproclame socialiste. Oui, je pense que dès le départ et encore maintenant, les gens sont très tiraillés par rapport
à Hillary Clinton. D'une part, on ne peut pas que reconnaître qu'elle a tout le CV qu'il faut pour faire le job. En même temps, elle laisse, il y a quand même des doutes sur son honnêteté, sur sa sincérité. Est-ce que ça ne sera pas juste un troisième mandat de son mari Bill Clinton? Donc, ça a laissé quand même une espace. Ça, c'est un peu sexiste hein, comme vision des choses. Imaginez qu'Hillary Clinton élue, ce serait un troisième mandat de son mari. Oui, mais c'est pas votre position, j'imagine, mais oui, c'est un peu une vision tout de même, sexiste des choses. Jeb Bush n'est pas du tout entourée des anciens présidents, alors qu'elle, elle est très entourée de son ancien mari. Enfin, c'est sa famille en même temps, son mari et sa fille. Oui, tout à fait, mais il a tout de même occupé ce poste, donc je ne sais pas quelle était la meilleure façon d'aborder les choses, mais tout de même cette possibilité est là, parce qu'il reviendra tout de même à la Maison Blanche. Il sera à la maison, il sera le premier monsieur. ça nous fera du changement, un premier monsieur à la Maison Blanche. Alors on va l'écouter, Bernie Sanders, un extrait de son discours d'hier soir. Bernie Sanders qui fait donc un résultat au coude à coude avec Hillary Clinton. Ils étaient quasiment à 50-50 et il a fallu, dans certains endroits, tirer à pile ou face pour savoir lequel avait gagné. On l'écoute, Bernie Sanders. Je crois que les habitants de l'Iowa ont envoyé un message très profond et clair à la classe politique, au monde financier et aux médias. Ce que les Américains ont dit, et d'ailleurs j'ai entendu ceci, pas seulement des progressistes, mais aussi des conservateurs et des modérés, c'est que nous ne pouvons pas continuer à avoir un système de financement des campagnes corrompu. Alors Laurence Haïm qui est avec nous donc depuis des mois dans l'Iowa, est-ce que vous qui suivez depuis le début la campagne de Bernie Sanders, qui nous l'avez signalé, qui nous avait dit attention, vérifiez bien le parcours de cet homme, est-ce que vous êtes surprise de ce score d'hier soir ? Alors, je suis absolument pas surprise et je peux même vous faire une confession. Audrey, moi, je pensais qu'il allait gagner l'Iowa. Il y a un phénomène Sanders qui est absolument incroyable quand vous êtes sur le terrain. C'est de voir ce qui se passe dans ces meetings. C'est de voir ces milliers de gens qui viennent. C'est de voir hier dans les caucus ces jeunes, ces gens âgés qui disent il nous faut un nouveau visage en politique. Il nous faut un nouveau discours. On en a assez des robots en politique. Alors, ils font allusion évidemment à leur adversaire, Hillary Clinton. Et Bernie Sanders, au-delà de cela, dans son discours, répond à une attente de la société américaine qui est il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique parce que le monde de Washington, ça ne marche pas. Il y a trop d'argent à Wall Street. Il y a une inégalité sociale absolument terrible entre ceux qui gagnent énormément d'argent, qui vivent à New York avec des millions de dollars, qui dépensent 50 millions de dollars pour un appartement, et nous, la classe moyenne américaine, qui souffrons. C'est un thème très très porteur ici aux États-Unis que Sanders dit très justement. Et vraiment très justement, et voilà, il fait rêver. Et finalement, ce qui est très intéressant dans ce qu'on aperçoit dans ces débuts de primaire, eh bien, c'est que d'une certaine manière, la naïveté, le rêve en politique, ça peut peut-être marcher. Il faut vraiment surveiller Sanders. Le problème de Sanders, c'est qu'à mon sens, après New Hampshire, comme il n'a pas de parti derrière lui, ça va être très difficile parce que l'appareil Clinton est là depuis des mois, voire des années, notamment après New Hampshire, en Caroline du Sud et dans des États aussi importants que la Floride. Et ce qui est aussi, d'une certaine manière, assez touchant, Audrey, je me permets de vous faire partager ça, c'est qu'on a l'impression que Sanders, il ne s'attendait pas du tout à ce succès. Et en fait, il n'est pas prêt, Sanders, parce qu'il y a 3 ou 4 mois, il était à 40 points derrière Hillary Clinton. Et à mon avis, il a essayé, d'ailleurs, aussi d'après nos informations, il a vraiment essayé en disant « Bon, je vais être à la gauche de la gauche du Parti démocrate, car il faut dire des choses. » Et puis, d'un seul coup, cette campagne démarre, il se retrouve à égalité pratiquement avec Hillary Clinton ici. Et on sent qu'il n'est pas prêt. Et c'était incroyable hier soir de voir dans son discours, quand il est sorti après cette égalité qui durait, de le voir devant une caméra dire « Écoutez, voilà, je tiens quand même à féliciter Hillary Clinton, elle a fait une bonne campagne. » On a l'impression que maintenant, il est un peu pris en se disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai peut-être une chance de devenir président des États-Unis, que dois-je faire ?» Et c'est peut-être ça qui va d'ailleurs le desservir. Mais Laurence, est-ce que Bernie Sanders n'est pas finalement l'adversaire idéal ou le concurrent idéal pour Hillary Clinton, parce qu'il lui permet, elle, de représenter le centre au sein du Parti démocrate, et puis une partie des attaques des républicains vont aller vers Bernie Sanders et ça en fera moins pour Hillary Clinton.
Ah non, pas du tout. C'est une catastrophe pour la campagne Clinton-Bernie Sanders. Je peux vous dire qu'hier, j'ai parlé avec des conseillers de la campagne Clinton et personne ne souriait. Ils ne s'attendaient pas à cet effet Sanders. Ils se rendent compte que leur candidate a un problème énorme de communication. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Hillary Clinton, elle est parfaite. Mais elle est trop parfaite d'après ce qu'on voit. Elle fait des meetings parfaits. Elle a Bill Clinton qui vient faire campagne pour elle. Elle a les meilleurs conseillers de communication. Elle a tout Wall Street qui la soutient avec des millions de dollars à travers des super PACs qui font des publicités télévisées. Elle arrive, elle fait un discours parfait, elle revendique son expérience et elle est si parfaite bien, que côté démocrate, les gens ne veulent pas de cela. Ils veulent quelqu'un qui, comme Bernie Sanders, leur dit « Écoutez, arrêtons, hein, moi je ne suis pas parfait, j'ai 74 ans, je n'ai pas de prompteur, mais je vais peut-être faire quelque chose de différent. » Merci beaucoup Laurence, merci pour votre expertise en direct de l'Iowa. On va évidemment vous retrouver tout au long de cette longue campagne des primaires républicaines et démocrates. Anne Désine, vous étiez d'accord avec Laurence Saïm, c'est une très mauvaise nouvelle pour Hillary Clinton. Oui, parce qu'il a réussi deux choses. Il a réussi à traduire la prise de conscience de l'inégalité économique, qu'on a bien vu avec le 1%, etc., mais qui était resté quelque chose d'assez marginal, d'assez économique. Il a réussi à le traduire en combat politique. Et ensuite, deuxième étape, il a montré que pour mettre fin à cette inégalité, il fallait réformer le système. Parce que tant que les membres du Congrès et le président seraient aux mains des lobbies, ce qui est le cas avec le système de financement des élections, rien ne pourrait changer. Et on a bien vu Obama. Obama, il n'a pas fait trop d'efforts pour réformer Wall Street. Et la loi qui a fini par être adoptée, bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que lui qui avait promis de changer le Washington as usual, le jour 1, il a pris Timothy Geithner pour être secrétaire du Trésor. Donc il s'est mis entre les mains des banques, entre les mains de Goldman Sachs. Donc là, ce que fait Bernie Sanders, c'est très très important. Il fait prendre conscience aux électeurs qu'il faut vraiment changer les choses. Et on revient à la Cour suprême, cette avalanche d'argent, la mainmise, tous les membres du Congrès en ont assez. Ils passent les 2/3 de leur temps à collecter des fonds. Donc ils ne veulent plus. Et pourquoi ? Plusieurs milliards de Parce dollars, qu'une décision de 2010 a ouvert les vannes de l'argent. Alors, une dernière chose quand même sur l'argent, ce qui est intéressant, c'est que malgré ces quantités d'argent, malgré le super PAC de Bush qui dépense des millions de dollars pour tuer Rubio et les autres, les deux candidats dont on parle le plus, Trump et Sanders, se financent l'un sur son argent, et très peu d'argent parce qu'en fait il bénéficie d'une couverture médiatique, et Sanders sur des petites contributions de moins de $200. Donc c'est intéressant en fait, c'est le tout et son contraire. Hélène Kounce, parce qu'il nous reste peu de temps. Hélène Kounce, sur Bernie Sanders, c'est une divine surprise pour vous ? Alors, il tire le débat vers tout ce qui est progrès, il est progressiste. Donc ça, c'est certainement une très bonne nouvelle. Et effectivement, il est très terre-à-terre, donc c'est du positif. Il est peut-être trop entier. Il n'est pas sûr que sur la scène nationale, ça passe. Son expérience, objectivement, demeure une petite expérience. Il était maire, certes, mais d'une ville de 42 000 habitants. Et puis, sénateur, certes, mais dans un État de 600 000 habitants, ça dépasse même pas le million en termes de gestion. Donc, ce qu'il a pu faire, c'était vraiment un petit échelle. En même temps, l'expérience de Barack Obama... Il était sénateur à l'échelle nationale. Oui, c'est vrai. Soufiane Al-Sabag, sur Bernie Sanders, il aura un problème d'argent, non ? Oui, absolument. Ce que disait Laurent Saïm est très très juste. On sent que Bernie Sanders n'est pas prêt et je pense que ça va lui coûter très cher. Dans le New Hampshire, il a fait des efforts, il s'est beaucoup investi dans l'État. Son État, le Vermont, est voisin du New Hampshire, donc ça facilite les choses. Pour l'instant, il a une avance d'environ 15 points. Et avec ce bon résultat, on peut croire que ça va tenir. Mais après, les problèmes commencent. Parce que la Caroline du Sud est vraiment pro-Clinton. Le Nevada, un État de l'ouest du pays, est beaucoup plus conservateur, donc plutôt centriste par rapport au Parti démocrate. Et votera en faveur d'Hillary Clinton, très certainement. Et ensuite, les gros problèmes arrivent en mars, lors du Super Tuesday, il va falloir déployer beaucoup d'argent, une grosse organisation, beaucoup de personnes présentes dans chaque État pour faire campagne. Et là, Bernie Sanders va vraiment affronter un mur, on peut le dire. Hélène Vassilina, sur la campagne des démocrates. Alors, moi, je vois Bernie Sanders, bon, il a des très bonnes idées, il attire beaucoup de jeunes, il y a un mix dans les gens qui l'attire, mais il faut noter quand même des chiffres, si je peux bien, Audrey. Il a quand même levé 41 millions d'euros. Juste derrière Clinton, 76 millions d'euros. Et derrière lui, c'est Carson, 31 millions, Cruz, 26, etc. Ça descend. Oui, mais ça ne tient pas compte des super PAC. Non, ça ne tient pas de super PAC. Il n'a pas de super PAC. Mais comme vous avez tout à fait dit, c'est qu'il prend des petites donations de 200. Mais il ne faut pas se leurrer
que même chez Hillary Clinton, il y a quand même des donations au-dessus de 2 000 euros, le maximum étant 2 700 euros par personne. Pour les primaires. Voilà, pour les primaires, voilà. Donc il y a quand même des possibilités de gagner, puisqu'on voit que, voilà, il y a un mouvement qui se crée. C'est très bien de parler de ces sujets-là, mais je ne suis pas sûre, comme vous avez bien dit, comme vous avez dit tous ici, qu'il est prêt à gouverner. Oui. C'est une autre paire de manches. Sur l'échelle nationale. Exactement. Oui, il l'amène, et même à l'échelle à gauche et mondiale, puisque le président des États-Unis, évidemment, dirige en partie le monde. Merci à tous les quatre. L'info continue sur iTélé. On se retrouve demain à 20h30. On reviendra à l'actualité nationale, mais cette campagne américaine, on en reparlera souvent. On ne va pas se mentir. À demain.